Bonsoir, messieurs et dames. Vous êtes au JDS, journal du dimanche au soir, pour ne rien rater de notre actualité, celle de la semaine, en termes de décryptage et d'analyse. Et donc, vous avez raison de rester pour les sujets marquants que sont l'Assemblée législative de transition, validation des mandats des membres et vote du président de l'institution ont marqué donc cette semaine. Le gouvernement a fait, lui, une légère mue sous pression. Nous jetterons d'ailleurs un regard sur l'actualité de ces institutions de la transition. Et puis le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a procédé au dévoilement du logotype du label poulet bicyclette. Objectif, permettre une meilleure valorisation du produit et faciliter son positionnement sur le marché international. Et nous allons aussi parler sport, Ligue 1, le RCK qui domine l'AS Police avec la plus petite des marques, 1-0. Image à voir et nous reviendrons sur la liste des étalons qui devront affronter la Côte d'Ivoire avec Claude Romba. C'est l'essentiel donc pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre, les 71 personnalités désignées pour composer l'Assemblée législative de transition ALT ont vendredi dernier, conformément aux dispositions de la charte, validé leur mandat au cours d'une plénière dédiée. Quelque temps après, il a été procédé à l'élection du président de l'Assemblée législative de transition, et c'est le docteur Ousmane Bougma qui a été porté à la tête de l'institution par la quasi-totalité des votants, 65 sur 67, membres de l'Assemblée législative de transition précédemment, donc celle de mars à septembre 2022. Il a présidé d'ailleurs la commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, KJDH. Une ALT qui, même si elle fait l'objet de commentaires, fait moins de vagues que le gouvernement Kélem de Tambela, dont 2 membres seront changés sous la pression populaire. Lecture de cette semaine d'actualité qui aura aussi été marquée par des échanges entre le président de la transition et les OSC, sans oublier aussi les partis politiques. Nous, hommes des médias, y avons eu droit. Nous allons jeter un regard sur tout cela avec des invités. Je m'en vais vous les présenter. D'abord, Maître Benewende Sankara de l'UNIR-MPS. Bonsoir, Maître. Bonsoir, M. Var. Un plaisir de vous recevoir. Nous sommes aussi avec François Angré, porte-parole des partis autres. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers téléspectateurs de True TV. Et le dernier visage qu'on vous présente, c'est celui de Olo Pépéien, sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST, Centre national de la recherche scientifique et technologique du Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir. On a placé on a les pieds dans le plat déjà tout à l'heure. On parlait de cette semaine qui a été quand même assez marquée. Moi, je vais commencer par cette Assemblée législative de transition et je vais me tourner vers vous, François Angré. Il n'y a pas eu tant de vagues que ça. C'est vrai que je disais qu'avec le gouvernement, c'est tout autre chose. Et vous avez fait un communiqué pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec un certain nombre d'éléments, que vous dites que la composante au parti politique dénonce un mode de désignation non consensuel de ce représentant. Qu'en est-il ? Merci pour votre question. Bon, mais permettez-moi, en tout cas, avant de répondre donc à votre question, permettez-moi de faire une rétrospective donc, depuis donc, la nuit des temps, depuis le temps donc, de Roch-Marc Christian Kaboré. Ça, c'est pas la nuit des temps. Hein. Bon, je vous le conseille. Okay. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et avant donc la naissance des autres partis, de la composante autres partis politiques, nous avions en tout cas à tout bout des champs montré notre dynamisme au regard donc de la situation sécuritaire donc qui est vraiment que notre pays donc est confronté. Donc en ce temps, nous avions avec notre coalition Action Espoir donc et Paix que nous avons donc créé en vue donc d'apporter un certain nombre donc, de solutions à notre crise sécuritaire. C'est vrai qu'en ce temps nous avions postulé au niveau donc de la ministère en charge donc de la défense nationale, même si nous n'avons pas été donc écoutés. Alors nous avions assisté le 24 janvier, comme tout autre Burkinabé, l'avènement donc du coup d'État donc, de l'ex-président Damiba
qui mettait en tout cas fin au pouvoir démocratique donc de Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, après donc le lendemain du 24 janvier 2022, il y a eu un projet donc de charte donc de la transition que le président Damiba a voulu donc convoquer les forces vives donc de la nation en vue donc de valider donc cette charte là. Donc nous avions été donc bien sûr conviés donc à cette charge où nous pouvons déjà décrypter certains axes importants donc de cette charge, notamment parce que quand on fait un coup d'État dans un pays démocratique, alors je pense quand même que la raison doit être valable. Et la raison qui a été donc énumérée en ce moment, c'était donc la raison sécuritaire. Donc chose que nous sommes lancés pour effectivement trouver ensemble donc des solutions pour notre pays qui était effectivement donc en proie donc d'insécurité. Donc il y a eu donc ce projet donc de la charte où les grandes lignes étaient la reconquête. Vous êtes encore sous Damiba, hein? Je pense que vous allez revenir peut-être à l'ère du capitaine Ibrahim Traoré. Oui, parce que je parle de votre dernière sortie. Je voudrais qu'on puisse comprendre. D'abord, quand vous dites autre parti politique, qu'est-ce que c'est? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en votre sein? Oui, justement, c'est dans la dynamique de vous faire comprendre la naissance de la composante autre parti politique. Il y a eu donc cette charte du moins, où notamment les grands axes étaient la reconquête du territoire national, la bonne gouvernance et enfin la réconciliation donc nationale. C'est en ce moment que la naissance que la composante autre parti politique a vu donc le jour. Alors, nous avions procédé, bien sûr, vous savez, vous convenez qu'il y a eu une ex-ART, où nous avons donc désigné des personnalités pour nous représenter donc à l'ex-ART, notamment donc les camarades Luc Adok-Tiao et Drissa Sanogo. Alors, au regard donc de cette charte qui a été donc adoptée par les forces vives donc de la nation, qui aussi il y avait donc une charte donc des valeurs, notamment donc la dignité, l'intégrité, le patriotisme, la redevabilité. Alors, à un certain moment, nous avions remarqué effectivement une violation donc de cette charte que le président Damiba donc a prêté serment et qui était donc garant donc de la Constitution et de faire respecter effectivement à tous les Burkinabés donc cette charte-là. Nous avons vu qu'à notre sein même, il y a eu une violation donc vis-à-vis donc de cette charte. Donc nous avions procédé en ce moment donc à convoquer une assemblée générale extraordinaire, pour statuer bien sûr dans de la question. Et comprenez que au départ, il y avait donc 17 partis politiques qui faisaient membre donc de la composante autres partis politiques. Bon, finalement, il y a eu deux donc désistants. Donc on était resté donc à 15 partis politiques. Il y avait donc 11 partis politiques qui étaient bien sûr partants pour cette assemblée générale extraordinaire où nous avions ressorti deux grands points. Notamment le premier point était donc l'évincement donc de ces deux personnalités qui ont violé vis-à-vis donc de la charte, de la valeur donc de la transition. Qui sont-elles? Le camarade Luc Adok-Tiao et Drissa Sanogo. Voilà, au regard donc des faits ou de la forfaiture donc qui a été donc faite en ce moment, nous avions procédé donc à leur non seulement évincement au niveau donc des instances de notre composante, et ensuite nous sommes allés même à la révocation donc de ces personnalités là pour permettre donc à d'autres Burkinabés d'apporter donc leur contribution pour la bonne marche donc de la transition. Nous avions également au temps donc de Damiba joué un rôle donc important en matière donc de réconciliation nationale avec donc notre coalition pour un Burkina réconcilié et paisible, où nous avions approché donc le ministère donc en charge donc de la réconciliation en ce moment avec donc un projet, même si nous n'avons pas été donc écoutés. Alors, les événements du 30 septembre est survenu dans le même contexte de pouvoir faire mieux que le précédent.
Alors, donc vous savez, quand un coup d'État survient, il y a donc la dissolution du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée législative de transition. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré, donc tête donc de ce coup d'État, donc a convoqué une fois de plus des assises nationales en vue d'adopter une nouvelle donc charte, alors, pour permettre en tout cas au Burkina Faso de se mettre ou en tout cas d'aller vers un lendemain meilleur en termes donc de quiétude et de sécurité. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été, puisqu'après notre... Vous n'avez pas été aux assises? On a participé. D'accord. Voilà, mais on n'a pas été plus ou moins conviés parce que après notre assemblée générale donc du 19 septembre 2022, évinçant donc les deux camarades et qui donna une nouvelle configuration de notre composante, nous avions notifié auprès donc du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité le changement qui a été donc opéré. Nous avions transmis également cette notification auprès donc de la présidence du FASU ainsi que donc à l'Assemblée législative de transition. Mais malgré, en dépit donc de cette démarche, le MATDS continuait toujours donc d'adresser donc des invitations à ces moments solennels là aux camarades Luc Adolphe Thiaw, quand bien même donc il a été donc évincé au niveau donc de nos instances. Et après l'événement du 30 septembre, ça la même chose perdurait et nous sommes allés bien sûr vers le comité, puisqu'il y a eu un comité donc d'organisation des assises nationales. Nous sommes allés auprès donc du colonel-major Semporé pour lui dire que cette démarche là, voilà, n'est pas normale. En clair, vous voulez nous dire que c'est des questions internes. Ça veut dire que vous avez débarqué certains d'entre vous, mais c'est ceux-là avec qui l'administration a continué de discuter et c'est eux qui ont envoyé des représentants. C'est ce que vous voulez nous dire? Oui, tout à fait. D'accord. Mais nous avons participé aux assises nationales, mais le colonel-major Semporé a fait un travail en tout cas formidable que nous devrions donc saluer, puisqu'il a joué, il a eu une longueur d'esprit, il a eu un rôle donc de rassembleur tout en invitant, puisque nous avons évincé les deux camarades, qui se sont constitués aussi en bloc. Donc, voyez-vous qu'il y a maintenant un groupe hétérogène. On aura donc compris. C'est vraiment une affaire interne. Moi, je vais revenir vers mes deux autres invités. Je vais d'abord m'intéresser à M. Benouali Sankara et à son avis, de façon générale, de ce qu'on a vu en termes de composition de cette ALT-là, et puis de la désignation de son président. Contrairement à ce qu'on avait avant, quand on avait la liste, on savait d'où venait d'où qui venait. Cette fois-ci, c'était des monsieur, on ne savait même pas qui avait un grade là-dedans, qui venait de l'armée. En fait, c'était monsieur X avec des noms. Même, il y en a qui discutaient, est-ce que c'est le même Soma qu'on avait? C'est M. Abdoulaye Soba. On a été quand même assez prudent. Est-ce que c'était pas pour éviter aussi certains commentaires, certaines analyses comme on avait eu premièrement? Quel est votre regard, en gros, sur la composition? Je voudrais vraiment vous dire merci et saluer cette émission à sa juste valeur. Rappeler que l'Union pour la Renaissance Mouvement Patriotique Sankariste est membre à part entière du Front Patriotique, qui est une organisation forte de plus de 45 partis politiques et d'OSC. Et nos positions ont été connues du public, en amont, tout comme en aval. Vous avez tout à l'heure relevé que les questions internes aux partis, aux OSC, ça relève, j'allais dire, de leurs problèmes intrinsèques. Mais s'agissant de la transition dans son ensemble en tant que processus dont l'objectif in fine, c'est de renouer avec l'état de droit, c'est véritablement à cela que les partis politiques aspirent, qu'on retourne rapidement à l'état de droit, avec bien sûr ce préalable de régler le problème sécuritaire. Je reprends cela pour dire que pour nous,
et j'ai eu l'occasion vraiment de m'exprimer longuement là-dessus, quand on fait un coup d'État, c'est pour s'assumer. Tout le monde sait qu'un coup d'État est attentatoire à la démocratie et à l'ensemble des valeurs qui gouvernent le principe démocratique. Un parti politique n'a sa raison d'être qu'en démocratie. Mais voyez-vous, l'expérience que le Burkina a connue en 2014 avec la transition qui a débouché sur des élections en 2015 qui étaient très saluées, nous étions également en droit d'espérer que ce soit MPSR 1 ou MPSR 2, que la transition, avec l'appui de la communauté internationale, et surtout que notre peuple, dans le cadre d'un état d'exception, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les querelles de clocher. Honnêtement, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si souvent dont on parle, c'est le professeur, c'est le médecin ou c'est qui. Mais quand on parle de l'institution, de l'ALT, je vois à peu près ce que c'est. On a parlé de 71 membres. Il y en a qui sont désignés par le président du FASO. Il y en a qui viennent des partis politiques. Je sais, nous relevons de l'ex-APMP. Nous avons eu droit à 4 places, ce qui a amélioré même notre présence à l'ALT par rapport au MPSR 1. Et le président a été installé. Je crois que l'institution doit déjà commencer à travailler puisqu'ils ont déjà mis la commission du règlement de l'Assemblée. Et je pense que les premiers mots du chef de l'État, le président Ibrahim Traoré, c'est l'urgence. Quand on parle d'urgence, j'ai bien peur qu'on ne se retrouve dans une espèce de dichotomie avec les procédures législatives. Parce que la procédure législative, c'est soit un projet de loi qui va suivre la procédure au gouvernement, c'est soit une proposition, les travaux en commission. La preuve, nous avons déjà perdu combien de jours, de semaines, pour même installer les institutions. Cela donc m'amène à dire que les noms qui ont été en tout cas donnés de par les composantes, les régions, etc., etc., je ne dis pas que c'est représentatif de notre démocratie qui n'existe pas dans l'état d'exception ou représentatif de notre peuple. Mais c'est pour permettre à une institution de pouvoir démarrer son travail sur la base de ce que nous avons déjà critiqué. Et je pense que ce n'est plus la peine de revenir sur ça, puisque les institutions sont actées. L'essentiel pour moi, c'est qu'est-ce que l'ALT va pouvoir faire aux côtés de l'exécutif pour le bien de l'ensemble des Burkinabés. Voilà vraiment moi ma préoccupation. On va y revenir même d'ailleurs tout à l'heure. C'est le premier tour de parole. Olo Pépénienne, sociopolitologue. Je le disais tout à l'heure, il y a eu un genre de, en tout cas de par l'impression qu'on a eue, de prudence. Parce que quand on a vu la liste, ce n'était pas comme sous le MPSR 1, où vous avez une liste, où vous savez qui vient d'où et a été désigné par qui. C'est après qu'il fallait comprendre et se faire son idée. Vous partagez cela, c'était de la prudence? Ou bien ils ont, quand vous regardez, vous vous dites, bon, c'est... Oui, effectivement, quand j'ai consulté la liste, j'ai effectivement remarqué cette fois-ci que les identités n'étaient pas complètes. Voilà, c'est-à-dire que les différents statuts qui devraient être collés à chacun n'apparaissaient pas. Donc, je me suis dit, c'est peut-être dans le souci d'uniformiser ici les statuts. Voilà. Et dès lors que vous figurez sur la liste, vous devenez subitement un député de l'ALT. Voilà. Donc ce n'est plus ici peut-être le militaire, ce n'est plus l'homme politique, et ce n'est plus le représentant de telle région, mais c'est le député. Voilà. Donc pour moi, c'est peut-être ce souci qui a fait que ils n'ont pas voulu donc donner des identités complètes sur les différentes origines, voilà, de tous ces députés-là. Mais quand on donne une liste qui montre que voilà la liste des députés,
Et si tu es colonel et tu viens à l'ALT, tu es député. Okay. Donc, tu n'es pas là en tant que colonel, mais en tant que député. Donc, je me suis dit, c'est peut-être cette idée qui a guidé ceux qui ont confectionné la liste en ne mettant pas ici les statuts des uns et des autres. D'accord. Avant de se projeter, parce que je vais revenir vers M. Bénévoyé Sankara, François, la Constitution dit que le député a un mandat national. Je crois que c'est cela qui pourrait expliquer ceci. Mais quoique, la première fois, les détails ont permis des lectures, ont permis des analyses, et puis bon, ça argumente. On s'améliore. Voilà, n'est-ce pas? On tire les leçons du passé. Moi, je vais revenir vers François Zangré. Tout à l'heure, j'écoutais M. Bénévoyé Sankara qui disait quelque chose de très important. C'est qu'on a une ALT, il faut regarder, il faut aller vers l'avant. Et on est dans un contexte qui est celui d'un problème de sécurité qui est prégnant. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, avec votre communiqué qu'on a lu après et tout, d'être dans une bagarre des chiffonniers alors que le problème il est ailleurs? C'est-à-dire la question des partis autres, des gens ont été désignés, il faut avancer, il faut aller à autre chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans une bagarre des chiffonniers et d'être incompris? Oui, en fait, ce que vous devrez retenir est que nous voudrons en tout cas vous rassurer que notre destination finale n'était pas, bien sûr, exclusivement d'aller à l'AET. Mais il revient en tout cas de notre droit de dénoncer toute mauvaise gouvernance, toute manœuvre politicienne, voilà, qui, bien sûr, pourrait mettre en cause, bien sûr, notre cohésion sociale, notre bonne gouvernance. D'ailleurs, même ces axes-là ont été mentionnés au niveau donc de la charte donc de la transition. Quand on adopte une charte, il faut la respecter. Il faut la respecter. Notre destination n'était pas exclusivement d'aller à l'AET. Je vous ai expliqué, même au temps donc, du président Roch Marc Christian Kaboré, que nous avions manœuvré de toutes sortes pour en tout cas ramener le Burkina Faso vers un lendemain meilleur. Ça témoigne que notre ambition n'était pas d'aller donc au niveau donc, de l'AET. Mais ce qui s'est passé présentement, si nous ne dénonçons pas, cela est injuste même à notre niveau, parce que le MATDS qui était censé une institution, un ministère en tout cas censé de jouer un rôle catalyseur, de jouer un rôle donc de facilitateur quand il y a en tout cas des crises, il n'a pas joué son rôle. Voilà. Et nous dénonçons cela donc à sa juste valeur. Voilà, nous dénonçons cela parce que c'est vrai que vous parlez tout de suite là de crise interne, mais je pense quand même que l'administration devrait. Je vous ai dit que nous avions participé les assises nationales, quand bien nous n'avons pas été conviés, puisque la lettre d'invitation a été adressée au camarade Luc Adolphe Thiaw. Mais nous sommes allés pour dire que non, voilà, il y a eu un changement à notre niveau. Voilà. Si, en tout cas, ça coûte quoi, en tout cas, de prendre acte donc à ces instances-là? D'accord. On comprend donc qu'il y a la question du principe. Je vais maintenant aller dans la projection. Maître Bénévoyé Sankara, l'Assemblée nationale, vous la connaissez. C'est vrai qu'ici, on est dans la transition. C'est deux choses, on pourra dire différentes, mais je pense que le principe, au fond, c'est la même chose, c'est bien légiféré et tout. Quand vous regardez, vous disiez tout à l'heure, on a perdu déjà quand même un peu de temps. Avec l'ancienne ALT, je me rappelle que lorsqu'il y avait le coup d'État, il y avait même des députés qui étaient, je pense en Autriche, qui étaient encore en train de renforcer leurs capacités. Qui étaient encore en train de renforcer leurs capacités à l'extérieur, et puis il y a eu le coup d'État. Est-ce qu'avec cette ALT-là, vous pensez qu'on pourra vraiment aller aussi vite que le président le veut? Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la vision ni de mon parti, ni du Front patriotique, qui est un grand regroupement auquel nous appartenons. Mais nous avons aujourd'hui pris acte de ce que la charte a prévu, puisque nous avons tous participé aux assises à travers l'ex-APMP. Donc, les institutions qui découlent de cette charte, dont l'ALT, il y a une explication, même si je ne suis pas d'accord avec cette vision, parce que moi, j'étais de ceux qui pensaient que quand on fait un coup d'État et qu'on veut aller vite,
on peut même légiférer par ordonnance. Ça, c'est mon point de vue. Mais c'est un point de vue minoritaire qui, aujourd'hui, ne passe pas pour des raisons évidentes. Mon inquiétude par rapport à la lenteur, c'est la procédure législative elle-même. Elle ne s'accommode pas de la vitesse. Ça, c'est clair. Dans les textes, notamment la Constitution, les sessions sont organisées. C'est pour ça qu'on met un règlement intérieur pour organiser tout le travail législatif qui passe par des commissions. Et je pense ici que ces sessions-là vont exister. Les députés vont travailler peut-être de façon permanente en session. Je me souviens que avec l'ALT première formule sous le MPSR 1, il y a eu une loi qui a habilité le gouvernement à pouvoir légiférer. C'est-à-dire, on rejoint en réalité l'idée de donner un pouvoir exorbitant à l'exécutif qui peut gérer le pouvoir d'État par voie d'ordonnance. Mais pourquoi alors créer l'ALT avec les pesanteurs que nous avons? Je dis, mais ce débat, ce n'est pas maintenant qu'il faut le mener. Ce débat, il est dépassé. Alors, comment aller vite? Moi, je pense, on a déjà un président d'Assemblée législative de la transition, l'ALT, qui connaît déjà la maison. Le président Bougma Ousmane, qui a été le président de la KJDH et qui a quand même une forte expérience en la matière. Moi, je pense que au regard de la vision et de la feuille de route que le MPSR devait décliner en fonction, bien sûr, de la charte de la transition, des aspirations essentielles de notre peuple, parce que je me dis qu'on doit légiférer sur la base d'un programme. Si c'était des partis politiques, on parle de programme. Mais comme ici, le seul programme que nous connaissons, c'est le discours que le capitaine a eu à prononcer avec des intentions fortes. C'est ça qui constitue d'abord le socle. Ensuite, la Constitution qui a été rétablie avec la charte. Donc, moi, je ne sais pas quelle sera la matière législative qui sera remise par l'exécutif au législatif, ou quelle serait l'expertise des députés eux-mêmes à soumettre des propositions de loi en fonction toujours des intérêts de notre peuple. N'étant pas à l'ALT ou au gouvernement, encore moins au MPSR 2, qui reste une nébuleuse, parce que nous avons toujours dit, dans la gestion du pouvoir d'État, il faut la transparence. Voilà pourquoi nous disons, il faut dévoiler le visage du MPSR pour que l'on considère ce mouvement-là comme une entité avec laquelle on peut dialoguer. Parce qu'on ne peut pas construire ce pays sans vraiment l'inclusion de tout le monde pour avancer. Et je crois que c'est dans l'inclusion qu'on peut élaborer une feuille de route qui permettra rapidement à l'ALT de prendre des décisions exécutoires sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Parce qu'on fait de la démocratie et on fait aussi de l'exception. Donc c'est un État vraiment hybride. En d'autres circonstances, je dirais, je garde ça pour moi. Docteur Le Pépin, comment aller vite dans ce contexte-là où, avec le MPSR 1, je le rappelle, c'était été encore un renforcement des capacités lorsqu'il y a eu le coup d'État. Ça veut dire qu'il y a des questions essentielles. Quand on regarde le travail qui a été fait en 8 mois, ils ont fonctionné sur le budget de celui qu'ils ont fait tomber. Ils n'ont pas changé quelque chose à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut tirer les leçons et comment? Bon, comment aller vite? Je pense que si j'ai bien suivi un peu ce qui a été dit dans la charte, les députés de la deuxième législature, si on peut l'appeler comme ça, sous les MPSR, doivent travailler à temps plein. Voilà. Et je pense qu'ils n'ont pas des temps de session bien déterminés. Je pense qu'ils seront comme des fonctionnaires permanents de l'Assemblée et que chaque jour, ils doivent ici travailler. Donc, je me dis déjà, si les députés n'auront pas de sessions établies au cours de l'année et que permanemment, ils sont en train de travailler, je me dis c'est déjà un point qui peut permettre ici d'aller vite.
Et aussi, on peut tirer l'expérience du CNT. Le CNT a une année à voter comme de loi, même si par moment on trouve qu'il y avait peut-être des problèmes de forme. Mais le CNT a une année à voter plus d'une centaine de lois, si je ne me trompe pas. Donc c'est dit, voilà une institution législative qui allait vite et qui a voté quand même pas mal de lois qui ont impacté aujourd'hui la vie politique nationale en si peu de temps. Voilà. Maintenant, on peut aller vers les éléments du CNT pour comprendre comment ils ont pu ici, en une année, voter autant de lois. Ça, c'est une expérience à tirer. Voilà. Maintenant, pour les questions de procédure, effectivement, si nous admettons qu'il doit exister une assemblée législative de transition, il va falloir aussi respecter la procédure, en tout cas qui convient en matière de travail législatif. Et cette procédure, notamment, va entraîner une certaine lenteur et même une lourdeur qu'on connaît de nos administrations et autres. Et donc, je me dis que c'est à l'interne peut-être que des mécanismes peuvent être trouvés pour parer à cette situation. Mais vu de l'extérieur, je n'ai aucune expérience législative, donc je suis assez limité pour faire des propositions, en tout cas en ce qui concerne les mécanismes internes à mettre en œuvre. En tout cas, des membres d'une ALT qui viennent d'être installés, un président qui est maintenant connu, ce qu'on peut espérer, c'est que le travail se fasse pour le mieux. Mais ils auront pour action de contrôler celle d'un gouvernement qui a commencé un peu balbutiant. Jusqu'au 30 octobre 2022, le Premier ministre à la télévision nationale affirmait ceci: nous n'avons rien à reprocher à ces ministres. Nous allons bientôt procéder à leur installation. Et là, il s'agissait de 2 ministres, parce que jusqu'au 8 novembre, ils n'avaient pas encore été installés. La rue demandant que ces personnes-là ne soient plus membres de ce gouvernement-là. On ne peut pas parler de remaniement, ils n'ont pas été installés. On ne peut pas parler de démission, ils n'ont pas été installés, disent certains. Il y a un qui a jeté l'éponge, mais dans tous les cas, dans la foulée, le 9 novembre, on a, est-ce qu'on peut dire, un gouvernement Tambela 2, mais dans tous les cas, il y a eu des changements. Quelle lecture, je vais rester avec Olo Pépette, quelle lecture vous faites de ce qui s'est passé? C'est une rue qui a eu raison, ou bien c'est un gouvernement qui a été attentif? C'est la question qu'il faut se poser, parce que je sais que le Premier ministre a eu aussi à dire qu'il n'appartient pas à la rue et de leur dicter des conduites à tenir. Et en même temps, il s'est appuyé sur les conclusions du contrôleur général de l'État, qui disait que voilà, il n'y avait rien à reprocher à ces 2 ministres. Voilà. Donc on se retrouve dans une situation où il y a une institution habilitée ici à mener des enquêtes qui a tiré ses conclusions, et que même le Premier ministre a dû communiquer, il a informé les conclusions qui sont sorties des enquêtes. Et il y a la rue. Quand je dis la rue, oui, et pour un ministre, voilà, c'est un audio d'un citoyen ici qui le mettait en cause. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne comprenons pas. Est-ce que c'est le contrôleur, c'est l'institution de contrôle d'État qu'il fallait suivre, ou bien c'est la rue qu'il faut suivre? Parce que tel que les choses se sont passées, on a comme l'impression que c'est la rue ici qui a été entendue en lieu et place du contrôle général de l'État, qui a tiré des conclusions et qui a montré ici que il n'y avait rien à reprocher. Si on se rappelle de ce que le Premier ministre avait annoncé. Donc du coup, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me pose bien la question, parce que ils ont été remplacés après. Je pense que c'est au dernier conseil des ministres. Et à un ministre, celui du commerce, qui a présenté... qui a jeté l'éponge quelques heures avant. Oui, qui a fait une conférence de presse et qui s'est retiré. Mais à l'autre ministre jusqu'ici, qui n'a pas communiqué. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ces 2 ont été remplacés. Donc, moi, je me pose la question, toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce qu'il ne va pas falloir peut-être que l'exécutif communique encore, voilà, pour nous permettre de comprendre un peu ce qui s'est passé? Parce que si le Premier ministre a annoncé qu'ils seront installés, je pense que vous avez tous entendu que les 2 ministres seront installés, parce qu'après des enquêtes approfondies, il n'y a rien à leur reprocher. Et ceux qui ont des choses à leur reprocher peuvent saisir le gouvernement ou aller en justice. Donc on s'attendait à leur installation, et après on se rend compte qu'ils n'ont pas été installés, et au cours du conseil des ministres dernier, ils ont été remplacés. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Nous voulons bien comprendre.
Une actualité qu'on a tous suivie, hein. Maître Benoît Sankara, quand vous regardez ce que vous avez été ministre, vous savez qu'à ce niveau-là, quelquefois les choix, ça ne se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on regarde avant. Ça donne l'impression ici qu'on n'a peut-être pas été sérieux sur certains aspects, ou bien qu'il y a une rue à laquelle on a appelé à un moment donné, qui trouve toujours qu'elle a aussi son mot à dire. Quelle lecture vous faites de ce contexte-là? D'abord, le gouvernement est de la responsabilité du chef de l'État. Il le répond d'abord moralement de ses ministres. Et ici, moi, je pense qu'il faut respecter la rue. Notamment au Burkina Faso, il faut respecter la rue. La rue, quelque part, c'est le reflet que les populations renvoient aux gouvernants. Je ne vais pas citer d'exemple, mais ça a toujours été comme ça. Quand les espaces de liberté sont étroits, les gens s'expriment par la rue. Et un gouvernement responsable va toujours en tenir compte, parce que c'est la sérénité qu'on veut. La question, ce n'était pas d'abord est-ce qu'il faut forcément juger ceux pour lesquels il y a une polémique. Ce n'était pas ça la question. On leur reproche un certain nombre de choses, ça fait polémique, ça fait bruit. Bon, on n'avait pas besoin que le gouvernement aille jusqu'à les démettre. Moi, même à leur place, je me serais démis pour ne pas gêner l'action gouvernementale. Quitte maintenant à ce que j'aille me blanchir. C'est pas pour rien quand le 24 janvier est arrivé, très rapidement on a dit on va faire des audits dans les ministères, on va faire... C'est ça la bonne gouvernance. Donc les citoyens qui avaient des reproches, eh bien, faisaient ces reproches-là sur la base, pas seulement de simples allégations. Donc, cristalliser l'action du gouvernement autour de quelques ministres, pour moi, c'est pas normal. Et le chef de l'État, effectivement, devrait en tirer les conséquences si les ministres eux-mêmes, pour des raisons personnelles, ne veulent pas se démettre. Mais je voudrais ajouter à cela ce qui avait permis, notamment sous la première transition, au CNT d'aller vite. C'est parce qu'en amont, il y a eu un travail d'une commission sur les réformes. Et il y avait la matière. Okay. Mais présentement, nous n'avons pas de gouvernail. C'est ça, moi, mon inquiétude. Ça veut dire qu'on navigue à vue. Et comme quelqu'un l'a dit, dès qu'il y a la confusion, il n'y a ni révolution ni progrès. D'accord. Et je me retourne donc vers vous, François Anglais. Bon, Maître Benoît dit la rue. C'est clair qu'on doit en tenir compte, mais est-ce qu'ici on n'a pas un Premier ministre qui est quelque peu fragilisé dans tout cela? Parce qu'après son discours du 30, je pense qu'il était dans l'affirmatif, c'est on a regardé, il n'y a rien, on va les installer. Et quelques temps après, c'est un peu un genre de désaveu. On ne nous dit pas les nouveaux éléments qui ont concouru à ce qu'ils ne soient pas installés, parce qu'on a attendu quand même un certain temps. Ça ne s'est pas fait dans l'immédiateté. Est-ce que là, c'est pas quelqu'un qui a été fragilisé quand vous regardez? En fait, je rejoins à Maître Sankara pour dire qu'il faut effectivement dans une nation ou une nation d'ailleurs qui aspire donc à une bonne gouvernance, qui aspire donc à un lendemain meilleur, la rue effectivement n'est pas à négliger. Voilà, c'est vrai que au moment donc de ces polémiques et autres, j'ai eu une interview où j'ai dit, alors bon, si effectivement la rue détient des preuves palpables contre ces deux ministres, bon, qu'ils apportent soit au niveau donc du gouvernement ou bien au niveau donc de la justice. Mais en tout état de cause, notre nation ne peut pas être prospère, notre nation ne peut pas en tout cas avoir en tout cas une bonne gouvernance sans pour autant se référer donc de la rue. Bon, quand on dit rue, c'est peut-être trop dit, mais j'aurais voulu peut-être
Voilà, un autre terme, l'aspiration réelle de la population burkinabé. Voilà, cela est très important donc à prendre en compte dans tout système donc de gouvernance, parce que ça permet, vous savez que une nation pour arriver vers une gouvernance vertueuse, il faut des critiques, mais des critiques objectives, des critiques constructives, des critiques en tout cas pour amener vers des lendemains meilleurs. Donc pour moi, je pense effectivement que la démission, bien sûr, de ce ministre, puisque il y a eu le ministre Nagano qui a désisté. Cela, vraiment, je salue son sens donc de patriotisme et de dignité. Voilà, parce que si tout de suite là tu es contesté en tout cas par la rue, il faut entreprendre, il faut prendre la décision qui sied, et c'est ce qu'il a fait, et nous saluons cela. Nous voulons tout simplement dire que nos gouvernants doivent prendre en compte l'aspiration réelle du peuple burkinabé, chose qui pourra nous amener vers une gouvernance vertueuse, vers en tout cas une gestion vraiment plus intéressante, parce que si vous aviez constaté entre autres aussi la défaillance au niveau du MATDS, cela témoigne que le Burkina Faso a encore un chemin à franchir, parce que vous revenez encore au MATDS, il semble que vous ne lâchez pas votre affaire. Bon, ce sera la dernière question là-dessus, parce qu'on a juste une autre dernière question. Il a sa raison, c'est cela, il ne lâche pas d'ailleurs. Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas réducteur? C'est vrai que vous dites, Maître Bénédicte Sankara, que la rue, il faut l'écouter, mais est-ce que ce n'est pas réducteur, ce contrôle citoyen qui n'est sensible qu'à la nomination au poste de ministre? Parce que ceux-là, il y avait un qui était SG de ministère, il y avait un qui était c'était au COST, non? Et quand on prend le cas de Nagalo, il était au COST. Bon, je veux dire, c'est quand il s'agit de postes ministériels qu'on a l'impression qu'il y a cette veille citoyenne-là. Est-ce que ce n'est pas réducteur? Bon, je vous fais observer qu'il y a 23 portefeuilles. Pourquoi on se cristallise sur 2 ministres? Et les 21 autres, il y a eu moins de vagues. Je ne veux pas rentrer dans ces considérations, parce que parmi les 2 qui sont contestés, moi j'ai été à un ministère où l'un des contestés, si vous voulez, parmi ceux qui me succèdent. Donc je ne veux pas rentrer vraiment dans ces considérations, mais je veux parler pour le général et pour vraiment notre démocratie qui aspire à mieux se porter. Et l'action gouvernementale est une action de collégialité, pour le peu de mon passage au gouvernement, basée sur le fait que vous êtes tous, en tant que ministres, embarqués dans le même bateau pour réaliser le programme du président. Si c'est en élection, le programme pour lequel il est élu. Ici, je dis le programme du capitaine Ibrahim Traoré, pour moi, ça tient sur 2 axes. Un, c'est la sécurité, rapidement rétablir la sécurité pour les Burkinabés qui aspirent vraiment à cela. Parce que moi, mon village a été attaqué cette semaine, hein, donc vous comprenez. Deuxièmement, les chantiers de développement. On ne peut pas se développer sans la sécurité. Donc, il a besoin d'un gouvernement que nous avons qualifié de guerre, où les membres du gouvernement ne doivent pas traîner des casseroles, des boulets pour aller au front. Parce qu'ici, là, je me demande même quand on parle de lettre de mission qu'on donne au gouvernement, si vous prenez un portefeuille quelconque, mais on n'est plus là à chercher des partenaires pour construire des routes, pour faire quoi? Toute activité cessante, les Burkinabés veulent repousser le terrorisme. Et en si peu de temps, aller à des élections, avec des programmes, des chantiers de développement. Donc, un ministre sur lequel on sort des dossiers, vous comprenez qu'il y a une gêne. Et si le ministre, face à ça, attend que la justice, dont nous connaissons les lenteurs, se prononce, c'est une arnaque. Dès lors qu'on colle une étiquette à un ministre, il en tire les conséquences. On en a vu déjà, sous la transition de 2014-2015.
Donc ce n'est pas le seul cas où la rue burkinabé s'est exprimée. Et moi, quand je parle de la rue, j'ai compris M. Zangré quand il parle d'aspiration. En fait, ce sont ces aspirations qui amènent les gens dans la rue. Parce qu'ils veulent dénoncer des choses que peut-être le gouvernement ne voit pas ou minimise. Quand vous prenez les réalisations des cités du 11 décembre, là, mais nous, on avait commandé une étude. Parce que partout, les infrastructures sont tombées. Mais c'est ça que le monsieur a posté. Mais je ne rentre pas dans les responsabilités. Les commerçants, une partie, il y en a qui soulèvent un certain nombre de problèmes. Moi, je pense que au Burkina Faso, même quand bien même on a été sélectionné comme ministre pour servir, parce que ministre, ça veut dire serviteur, et que ceux que vous voulez servir là ne sont pas d'accord pour vos services, mettez-vous en réserve. C'est clair, il y aura d'autres pour faire le travail. Et vous pouvez contribuer autrement. Si M. Tatampion était au COST, ça veut dire qu'il apporte une contribution là. Mais malheureusement, il n'y a plus de COST. Est-ce que c'était une récompense de le nommer ministre? Bon, l'autre secrétaire général, je ne vais pas rentrer dans ça, parce que on va dire c'est subjectif, parce que je le connais, c'est un de mes collaborateurs, c'est un ancien collaborateur, un ancien collègue. Bon, mais je m'abstiens de faire une critique par rapport à lui. D'accord, mais je vais rester avec vous. J'ai dit qu'on va regarder un peu dans les institutions avec l'actualité cette semaine-là, mais on va terminer maintenant rapidement avec le temps qui nous a été imparti. La présidence est aussi une institution. Et cette semaine, ce qui a marqué celui qui est à la tête, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est les rencontres diverses qu'il a eues. Et parmi ces rencontres, il y a celle avec les hommes politiques, les organisations de la société civile et les médias. Moi, j'ai un homme politique ici. Déjà, l'échange, ça a été franc direct. On nous a dit qu'il vous a été partagé la situation réelle d'aujourd'hui. Oui. Vous êtes inquiet. Et puis, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? D'abord, cette situation, moi j'ai eu l'avantage de la connaître, puisque étant au gouvernement, c'est le premier séminaire que l'ANR faisait aux membres du gouvernement pour montrer la situation réelle, l'impact du terrorisme, qui s'est malheureusement aggravé. Comme je vous le disais, à un rayon de 100 km de Ouaga, il y en a même qui parlent de ce que les villes même sont déjà objets de foyers dormants. Il y a des cellules dormantes du terrorisme dans les grandes villes. Donc la situation s'est empirée. En tant qu'acteurs politiques, ce que nous avons demandé dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'inclusion et encore l'inclusion. Parce que quand on parle de guerre populaire généralisée, vous voyez, l'idée de la brigade ne date pas d'aujourd'hui. Mutualiser avec d'autres pays, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je note avec beaucoup de soulagement que ces derniers temps, avec le Mali, en tout cas les nouvelles autorités mutualisent pour non seulement les renseignements, mais aussi pour les mesures opératoires de frappe contre les terroristes. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Mais les politiques ont un rôle à jouer. Vous avez l'impression qu'on vous met à l'écart ou quoi? Mais on est mis à l'écart, c'est pas une impression. D'accord. On est mis à l'écart et on le dit haut et fort. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons qu'il faut dévoiler l'identité du MPSR, parce que si c'est un mouvement politique aussi, on doit le savoir. Puisque quand on dit MPSR, c'est comme CNR, c'est un mouvement politique. Moi, je suis à la tête d'un parti politique qui a un récépissé et je sais, à partir de la Constitution, de sensibiliser. Mon rôle, c'est ça. Un parti politique, c'est éduquer les citoyens, faire en sorte que la nation soit une nation unie. Mais dans nos contradictions, je ne suis pas obligé par rapport à un point donné d'avoir le même point de vue que M. Olo. Mais en discutant, nous pouvons nous comprendre. Et c'est ça qui fait bouger la nation. Mais les partis politiques représentent combien % de la population? Prenez les presque 200 partis là. Chaque parti représente combien % de la population? Vous avez vu l'appel à l'enrôlement des VDP. Vous avez vu que la réaction des partis politiques est très timide.
parce qu'ils pensent n'avoir pas été associés. Alors que ce sont les partis politiques qui étaient à l'initiative d'appeler les populations à l'enrôlement. Mais il faut organiser. Mais l'appel du capitaine, c'était que vous apportiez votre pierre à l'édifice. C'est pourquoi je salue cette démarche, parce que le capitaine a enfin compris, il n'est pas comme le lieutenant-colonel. C'est ça la différence. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a une autre lecture de la situation, une autre approche qui est salutaire. Parce que cette démarche-là vise à inclure les partis politiques. Il y a eu même des propositions concrètes allant dans le sens de créer un cadre de concertation. Vous voyez, en démocratie, on avait des institutions, comme le chef de file de l'opposition politique, comme l'ex-APMP. Bon, je comprends, puisque dès lors que tout cela a disparu, des partis se sont créés pour mieux s'organiser et s'exprimer. Mais s'il y a un cadre de concertation, les partis politiques vont verser leur contribution, puisqu'on n'est pas en période électorale. Mais on va amener les structures, les militants à réfléchir et à faire des contributions intéressantes pour la transition qui nous concerne tous. D'accord. Olo Pépin, vous trouvez que c'est une bonne initiative? Oui, et je voulais un peu revenir légèrement sur la question des nominations. Oui, puisque je vais rappeler que M. Sankara a dirigé ce ministère, et je me rappelle bien qu'il y a eu des opérateurs économiques, et pas économiques, des opérateurs immobiliers qui faisaient des conférences de presse pour se plaindre. Donc c'est dire que dans ce ministère, ce n'est pas la première fois que des opérateurs immobiliers se plaignent, et peut-être d'une politique, ou peut-être c'est pas d'un acte posé, ou pas remettre en cause forcément quelqu'un. Donc ça m'a permis de comprendre que c'est un ministère qui comporte un grand enjeu. La question foncière aujourd'hui au Burkina Faso est un grand enjeu. L'enjeu est de taille. Donc du coup il y a des intérêts en jeu. C'est pour ça moi je trouve que nous devons être par moments prudents pour ne pas aussi céder à la manipulation, pour ne pas aussi succomber à certaines tentations où des gens s'organisent en lobby pour déstabiliser telle personne, parce qu'on sait que celui qui vient là, il ne va pas servir nos intérêts, puisqu'il y a des intérêts en jeu. Voilà. Donc moi, c'est cette attention que je tiens à attirer. Voilà, pour dire que il y a des enjeux et des intérêts. Donc tout ce qui se fait n'est pas forcément de la vérité. Mais vous faites vraiment attention. Il faut qu'on soit prudent, parce que les gens défendent leurs intérêts. Ce n'est pas le pays qui défend, mais ce sont des intérêts. Voilà. C'est cette parenthèse que je voulais faire. Et donc, maintenant, en ce qui concerne les partis politiques, bon, moi je trouve que les partis politiques ne devraient même pas attendre que le président les invite à s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité. Dès lors qu'on a lancé le recrutement des VDP, les partis politiques devraient être les premiers à appeler les militants à s'enrôler. Mais on les voit ici. Ils remplissent les stades recto verso, avec même intercalaire, quand il s'agit des campagnes électorales. Mais ce sont des champions des mobilisations clientélistes. Alors que là, il s'agit d'une mobilisation patriotique, mais on ne les sent pas. Mais moi, ça me met en doute quant à leur sens, leur volonté ici, ou du moins leur sens de patriotisme pour ce pays. Mais même sur le plan financier, le capitaine a demandé ici, on contribue avec du carburant et des moyens roulants. Mais on voit comment les campagnes politiques se battent, se mènent ici. Mais ce sont des moments de démonstration de fortune que les politiciens nous montrent. Mais aujourd'hui, il s'agit de libérer le pays. Mais où sont nos politiciens? Les fortunes qu'ils dépensent lors des campagnes électorales, là, où ils mettent ces sous-là. Les stades qu'ils remplissent recto verso. Le stade du 4 août fait combien? 45 000 places. Mais ils remplissent le stade même jusqu'à déborder. Avec intercalaire, comme vous dites. Oui, avec intercalaire pour des meetings. Mais maintenant qu'il s'agit de mobiliser des patriotes pour libérer le pays, on ne les voit pas. Mais où sont passés les militants de ces partis? Si chaque militant, les 50 000 VDP là, moi je trouve même que c'est infime. Les partis politiques seuls pourraient mobiliser leurs militants pour qu'on puisse atteindre les 50 000. Moi aujourd'hui c'est ça qui me pose problème. Ils n'ont pas besoin qu'on les invite. Par patriotisme, c'est eux qui devraient se porter volontaires. Comme ils le font quand il s'agit ici de leurs intérêts. Parce que ici, les campagnes électorales, voilà, on élit des gens qui montent pour bénéficier des rentes d'État. Là, c'est des intérêts personnels. Dernière réaction, voilà, ça sera celle de François Zangué. Vous êtes interpellé directement sur la question. Oui, je pense qu'effectivement,
Je rejoins donc Maître Benawende par rapport donc à l'inclusion. Bon, mais il faut savoir que notre lutte, bien sûr, a été une lutte de belle lurette. Bon, nous avions fait des propositions, j'ai fait des propositions que le terme VDP n'est pas un terme incitateur. Alors, et nous allons donc toujours aller dans ce sens. Et aussi, par rapport donc à ce recrutement-là, il faut des stratégies de recrutement. Si vous voyez, vous constatez qu'il n'y a pas tellement d'engouement donc, autour donc, de ce recrutement, il faut adopter, bien sûr, une stratégie de recrutement. Est-ce qu'il n'y a pas d'engouement? Parce que le problème, c'est qu'il y a des éléments qui ont été levés du fait d'obstacles, avec certains papiers et tout, parce qu'il y a un engouement, c'est ce qui nous a été communiqué. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'engouement, et puis bon, la question n'est pas la terminologie. L'essentiel, c'est d'envoyer des bras. Oui, ça, vous êtes interpellé directement tout à l'heure, comme le disait Olo Pépin. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait, mais je pense quand même qu'aller au front, c'est vrai, VDP, je pense quand même qu'on peut penser changer vraiment à un terme beaucoup plus incitateur, à un terme beaucoup plus motivant. Voilà. Et aussi la question donc, de la stratégie donc, de recrutement. Si vous pensez qu'il y ait d'engouement, je ne pense pas. On peut peut-être adopter une stratégie, notamment donc, avec les responsables dans des différentes régions ou des différents groupes donc armés, notamment les Kolweo, les Dozo, pour effectivement, puisque eux ils sont au cœur donc de la chose. Ils détiennent certaines informations très importantes, ils sont au cœur de la chose. Et si on arrivait vraiment à organiser ou à adopter une stratégie dans des recrutements avec ces éléments-là, je pense que le nombre qui a été donné, nous allons atteindre ce nombre-là. Sinon, pour le moment, le vide, il faut le constater. Constater. Merci bien. Monsieur, tout juste un petit mot. Voilà. Les VDP, là, ça a été voté à l'Assemblée nationale sous le président Roch-Marc-Kabore. Donc c'est les partis politiques qui étaient à la base. Voilà. Je vais seulement dire qu'aujourd'hui, moi je comprends son souci, que je partage fondamentalement. Et l'idée de créer par exemple un cadre de concertation, ça peut créer le déclic. Je crois que c'est le manque de considération vis-à-vis des partis politiques et le discours qu'on a tenu contre les partis politiques sous Damiba qui avait fait que les partis en réalité, était dans la réserve. Mais pour la patrie, ça devait subsidier. La patrie, vous exposez des militants. D'accord. Par exemple, nous continuons à faire des dons de sang, on fait autre chose au plan social. Merci bien, on doit compris. Merci bien, Maître Benawende Sankara de l'Union MPS d'être passé. Merci bien, Françoise Angré, porte-parole des partis autres. Merci, Olo Pépin, sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. On va nous poursuivre ce JDS avec une autre rubrique à présent, c'est celle société. Nous l'abordions tout à l'heure, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui rencontre les différentes composantes de la nation. Il a aussi rencontré vendredi les patrons de presse burkinabé et les responsables en charge de l'information pour une prise de contact et d'échange sur la situation sécuritaire du pays. Il les a exhortés à plus de patriotisme et à éviter de servir la cause de l'ennemi dans leur travail. C'est dans ce reportage. Pendant plus de 2 heures, le chef de l'État et les acteurs de la presse ont eu des échanges sur la situation sécuritaire. Tout en saluant le travail abattu par la presse, le président de la transition a interpellé les acteurs sur leurs responsabilités dans la collecte et le traitement de l'information en cette période de crise. Puisque nous sommes en guerre et c'est en bonne intelligence que chacun devrait jouer son rôle parce qu'on a une pression de toutes parts. Celle des populations qui veulent des résultats probants pour ce qui est de notre armée, mais qui ont besoin aussi d'informations à travers la presse que nous sommes. Nous, qui n'inventons pas d'informations, mais qui la collectons et qui avons besoin aussi d'avoir une matière, et c'était bon. Et on a eu des propositions pour qu'il y ait un genre de cadre, pour qu'on puisse se parler et qu'on puisse bénéficier de ces informations-là avec toute la primeur qu'il faut et que nous puissions la partager vraiment aux populations qui le demandent. Je pense que ça, c'est très important. Les échanges avec le président nous permettent de nous ressaisir là où nous n'étions pas suffisamment armés, ancrés dans nos fondements pour rebondir ensemble avec notre armée. Je crois que c'était juste, c'était bien vu et c'était sincère. Les acteurs du monde de la presse ont exposé leurs préoccupations aux autorités.
Ils ont souhaité la mise en œuvre d'un cadre de concertation entre les journalistes et les forces armées nationales pour une franche collaboration. Nous sortons de là renforcés dans notre conviction que désormais on doit faire mieux justement pour ne pas effectivement décourager les hommes sur le terrain, mais qu'on a besoin aussi d'outils, de renforcer les rapports, de faire en sorte que justement la presse ait justement cette primeur de l'information et que les forces de défense et de sécurité ne travaillent pas à enrichir ou à crédibiliser des activistes au détriment des médias professionnels, parce que nous avons le sens justement du recoupement. Ce qui n'est pas le cas des activistes, malheureusement, qui balancent tout. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui qui sont en train de prendre l'ascendant sur les médias parce qu'on a des activistes qui sont plus informés que des professionnels des médias. Il faut rectifier cela et comme on l'a demandé, qu'il y ait des cadres de rencontre et qu'il y ait la possibilité de donner l'information aux journalistes assez rapidement pour éviter qu'ils se retrouvent devant un vide qui est comblé par des informations qui viennent d'ailleurs. Conscient que le terrorisme est aussi une guerre de communication, le chef de l'État a invité les journalistes à jouer leur partition dans la reconquête du territoire. Le capitaine Ibrahim Traoré a exhorté ce dernier à plus de patriotisme. La salle de conférence de la Bourse du Travail de Ouagadougou a abrité un panel, c'était hier, un panel animé et organisé par des structures syndicales et organisations de la société civile autour de la thématique de la situation nationale et des enjeux. La grande question, c'est quelle alternative? Pour les panélistes, la situation est préoccupante et l'alternative, c'est la mobilisation de la population pour faire face à l'insécurité. Abdoul Rahim Nienye. Deux panélistes ont décortiqué le thème « Situation nationale et ses enjeux, quelle alternative ?» Il s'agit du professeur Mahamadé Sawadogo, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, et André Thioro, président du MBDHP section Oué. Le professeur Mahamadé Sawadogo a d'abord fait un diagnostic de la situation nationale. L'actualité est marquée par la crise sécuritaire avec ses nombreuses conséquences. Pour le panéliste, la situation est alarmante. Aujourd'hui, on parle de 4992 écoles primaires fermées, de 643 établissements du post-primaire fermés, et on considère qu'il y a au moins 1,8327 élèves qui sont concernés par cette situation de fermeture. Au-delà des fermetures d'établissements, ce qui retient l'attention, c'est l'exacerbation même de la violence, le massacre des populations civiles, d'une manière générale, l'explosion de la terreur. La conséquence de cette situation, le Burkina Faso enregistre 2 coups d'État en 8 mois. André Thioro estime que les coups d'État sont loin d'être une solution aux problèmes que vit le pays, d'autant plus que ces problèmes tirent leur source dans le néocolonialisme, selon son explication. Les racines de la guerre actuelle sont à rechercher dans la domination néocoloniale de notre pays par la France et d'autres puissances. Ça, c'est vraiment important. Et surtout, les classes et couches sociaux et sociales qui sont ces relais et qui, durant 60 ans, ont développé le clientélisme, ont développé la corruption, ont développé la malgouvernance. Dans ces conditions, ce n'est pas une surprise qu'on arrive à la guerre civile telle qui se développe aujourd'hui. Donc, un des facteurs du déclenchement de cette guerre, c'est la question du régionalisme, de l'ethnicisme, de la mauvaise gouvernance. Ceux qui sont au Sahel, viennent du Sahel, peuvent témoigner que quand on affectait un fonctionnaire au Sahel, c'était d'abord une punition. La solution, selon les panélistes, c'est la mobilisation populaire. Le peuple burkinabé doit prendre son destin en main. Ils estiment par ailleurs que cette mobilisation populaire ou cette résistance est déjà entamée. Pour dire que le peuple recèle de ressources extrêmement importantes pour prendre sa défense. Et ça, il faut le saluer. Et cette résistance, on le trouve dans la Comoué, on le trouve dans le sud-ouest, on le trouve au Sahel, on le trouve partout, à l'est. Donc les gens ne dorment pas.
Mais ils demandent à ce qu'effectivement on les appuie pour pouvoir sauvegarder leurs biens, leurs femmes, leurs enfants, etc. Parce que regardez, c'est triste. Même les déplacés, quand vous regardez, on interroge un déplacé, surtout les hommes, à la fin ils disent tout ça c'est bien, mais nous on veut retourner chez nous. Et ça c'est extrêmement important. En plus du terrorisme, le panéliste Thioro estime que le peuple doit aussi se mobiliser pour obtenir un changement profond, surtout pour se soustraire du néocolonialisme. Comme pour répondre à ceux qui demandent un partenariat avec la Russie, André Thioro affirme « On ne quitte pas sous le chapeau d'un impérialiste pour se mettre sous le chapeau d'un autre ». À présent, après la partie société, c'est l'économie. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Denis Ouedraogo, a procédé le 11 novembre dernier au dévoilement du logotype du label poulet bicyclette. La labellisation poulet de race locale vise deux objectifs majeurs, une meilleure valorisation du produit et la facilitation de son positionnement sur le marché international. Il faut rappeler que le logotype a été réalisé par Abdoul Balma. Au Burkina Faso, le poulet est l'une des viandes les plus consommées par les ménages burkinabés. Afin de promouvoir ces mets locaux, le gouvernement burkinabé a lancé le 5 juillet 2021 le projet de labellisation du poulet local communément appelé poulet bicyclette. Ce 11 novembre 2022, le processus suit son cours avec le dévoilement du logotype du poulet bicyclette. Selon Denis Ouedraogo, ministre en charge des ressources animales et halieutiques, le processus de conception du logotype du poulet bicyclette a commencé depuis 2016. Il se réjouit ainsi de l'aboutissement du projet. C'est presque 6 ans de travail et nous sommes parvenus à cela. Cela veut dire que le logo est protégé, et le logotype est protégé par l'Organisation ouest-africaine de la propriété intellectuelle. Donc cela permet de vendre notre produit sur le marché international et de sécuriser aussi le consommateur. Tout le monde sait que le poulet bicyclette est fortement apprécié au Burkina Faso et même au-delà de nos frontières. Donc c'était pour permettre à nos producteurs vraiment de se positionner sur le marché national. Abdoul Gebarou Balima, lauréat du prix label poulet bicyclette, décrit les éléments du logotype. Pour lui, c'était un véritable parcours de combattant. 6 ans de réflexion pour concevoir ce logo qui représentera valablement le label poulet bicyclette au Burkina Faso et au-delà du pays. Le logo dans l'ensemble s'est construit autour de 4 éléments. Le dynamisme, et puis il y a les localités, c'est-à-dire les différentes régions. Si vous voyez le support, ça représente une assiette et ça représente aussi une capsule. C'est pour matérialiser le goût particulier du poulet bicyclette. Voilà. Si vous voyez aussi, il y a une roue avec 13 rayons qui matérialisent les différentes localités, c'est-à-dire les 13 régions d'où proviennent en tout cas ces poulets bicyclettes-là. Au cours de cette cérémonie officielle de dévoilement, les 2 meilleures propositions de logotype ont été primées. Le deuxième lauréat Ange Patrick Dambré remporte un chèque de 500 000 francs CFA. Le lauréat Abdoul Gebarou Balima remporte lui un chèque de 1 200 000 francs. Le ministre Denis Ouedraogo a profité de l'occasion pour inviter l'ensemble des Burkinabés à consommer local. Dernière rubrique de ce JDS, c'est la rubrique sport. Et pour cette dernière ligne droite, je suis rejoint par Claude Romba. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy. Plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé également. Et comme d'hab, vous revenez directement du terrain, du stade. Ouais. On va ensemble regarder à nouveau la 27e édition de la nuit des champions de l'association des journalistes sportifs du Burkina. Cela s'est tenu vendredi dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Une trentaine de personnes récompensées, 30 athlètes, 4 personnalités sportives. Et le compte rendu nous est fait par Yacine Savadogo.
C'est une soirée de récompense aux athlètes qui se sont illustrés de par leur combativité durant la saison sportive 2021-2022. Cette 27e nuit des champions de l'Association des journalistes sportifs du Burkina a permis de reconnaître le mérite de 36 athlètes, dont 30 des différentes fédérations, 4 personnalités sportives de l'année et 2 qui ont consacré leur vie au sport, notamment Noufou Ouedraogo et Ladi Koulibaly, malheureusement arrachés à l'affection du monde du sport. Placée sous les signes de la résilience, cette soirée a été d'un éclat particulier, selon le président de l'AJSB. Nous avons tenu à l'organiser pour montrer à l'ensemble du monde sportif, mais pas seulement, à l'ensemble de la société burkinabé, que le monde du sport est debout, le monde du sport est combatif, et nous invitons l'ensemble des Burkinabés, chacun à ce qui le concerne selon son domaine, à avoir cet esprit de combativité-là, à avoir cet esprit de gain-là, afin qu'on puisse unir nos forces pour libérer le pays. Cette 27e nuit des champions a été aussi possible grâce à l'accompagnement des structures. Le représentant des partenaires de la Nuit des champions, édition 2022, salue cette vision des journalistes sportifs et promet continuer dans la même dynamique. Vous savez, le sport, c'est la quête de la performance, la quête d'une meilleure version de soi-même, c'est de l'amélioration au quotidien. Donc vous comprenez que Move Africa, qui s'inscrit dans cette dynamique-là, va accompagner toute action qui va consister, toute action qui contribue à saluer la performance, à célébrer l'excellence et à saluer, à récompenser les efforts. Pour les lauréats, cette récompense est une interpellation à redoubler d'ardeur dans le travail. Une récompense qui vient également réconforter les familles des acteurs du sport décédés. Oui, ce trophée nous représente beaucoup de choses pour la famille Ouedraogo Noufou, parce que le papa consacre toute sa vie au sport et au football en particulier. Donc avoir un trophée venant de l'association de la JSB, c'est vraiment nous réconforter encore dans notre idée aujourd'hui, et nous voyons que le papa est toujours vivant entre parmi nous. C'est comme lui-même l'a toujours dit, il n'a pas qu'une seule famille qui est la famille biologique, il a une grande famille qui est la famille sportive aussi, qui est là, que j'ai vu ce soir. Oui, ce trophée représente vraiment grande chose. Je pense que c'est un sentiment de fierté, de joie vraiment qui m'anime ce soir. En plus de ça, c'est un appel vraiment à continuer à bosser, continuer à travailler, vraiment pour mériter ces genres de prix. Je pense que je suis vraiment très fier ce soir. Voilà, du moment où, si je peux le dire, étant un gardien de but, terminer vraiment le meilleur joueur de la saison, c'est rare de voir ça. Je pense que c'est déjà une reconnaissance des travaux abattus durant l'année 2022. Et je pense que c'est aussi une occasion pour moi de retravailler encore pour que l'image du Burkina Faso puisse être assainie sur le plan international, et aussi de pouvoir travailler pour que l'occasion que la JSB m'a donnée de pouvoir avoir un trophée ne soit pas une erreur. Fini la 27e édition de la Nuit des champions, l'Association des journalistes sportifs du Burkina donne encore rendez-vous pour la 28e la saison prochaine. Retour sur ce plateau, toujours avec Claude Romba. Vous étiez au four et au moulin lors de ce rendez-vous. Tout à fait. Parce que journaliste sportif. Journaliste sportif et puis chargé donc à l'organisation. On était au four et au moulin. Voilà, on va pas nous voir dans les images parce qu'évidemment, il y avait beaucoup à faire. Il faut courir de gauche à droite. Dans tous les cas, on retient que ça a été une belle nuit. Parce qu'au-delà de tout, il faut pouvoir donc reconnaître le mérite de chacun. Et surtout, si ça va permettre de faire, de booster les efforts en matière donc de sport, il n'y a pas meilleure vitrine aujourd'hui là pour véhiculer une belle image que par le sport. Je pense que c'est aussi ça, c'est une façon aussi pour la JSB d'encourager les méritants et également aussi de créer une saine émulation tout au long de la saison sportive, ce qui est important. Et en même temps aussi, vous avez remarqué que depuis que la JSB a ce prix-là, ça fait que toutes les fédérations se sentent obligées donc de tenir leurs engagements, de tenir leur championnat, parce que c'est le baromètre. Voilà, évidemment. Et donc, souvent, on voit que les gens se bousculent. Ah, ben, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens, mais il faut forcément qu'on fasse le championnat parce qu'il faut pour que la GSB nous prenne en compte et tout ça. Mais je pense aussi que ça permet donc
je dirais, de tirer toutes les disciplines vers le haut. Je pense que c'est déjà important. Maintenant, il va falloir aussi qu'on puisse à un moment donné être très rigoureux sur les délais, sur les deadlines. Je pense également aussi que c'est ça également aussi qui doit permettre donc à tout le monde de pouvoir bien s'organiser et de pouvoir avancer. Les deadlines, c'est-à-dire que la saison sportive est connue. On sait quand elle commence, on sait quand elle se termine. Il va falloir que toutes les disciplines ou toutes les fédérations puissent évidemment rester dans le carcan évidemment de la saison sportive. Ça va nous permettre ça facilite la tâche à la JSB et ça facilite évidemment la situation. On attendra donc cette 28e édition, ça sera pour l'année prochaine. En attendant, comme je le disais, vous venez du stade. On avait RCK AS Police et je pense qu'on a les images. Il y a eu un seul but, c'est la plus petite des marques par lequel le RCK prend donc le dessus sur l'AS Police. Je vous laisse Claude Lombard. Évidemment, il faut dire que ce but un but un peu gag suite à cette bourde du gardien Daniel Samou. Et évidemment, ça permet donc à Ben Daouda Sidibé d'ouvrir la marque et de donner la victoire au Rail Club du Kadiogo. Il faut dire que c'est du côté de l'AS Police, on broie le noir et on est véritablement dans une situation très difficile et très compliquée. Ça se voit, une équipe qui n'est pas en confiance peut prendre un but, je dirais, excusez-moi du terme, assez bon, c'est une situation malencontreuse, il faut le dire. Voilà, c'est un gardien assez malheureux, on dirait. Voilà, un gardien malheureux. Ça arrive aussi en football parce que le ballon sortait, vous avez Daniel Salon qui part et puis bon, malheureusement, il n'a pas pu maîtriser son ballon. Et c'est à ne rien comprendre, puisqu'il cherche à éviter quoi? Même pas un corner. Un corner, voilà, tout à fait. Mais je pense que ça arrive, même au meilleur. On a vu en Côte d'Ivoire à la CAN avec Sangaré, le gardien ivoirien. Mais il faut aussi dire que c'est ça aussi. On apprend de ses erreurs. Et puis bon, il ne faut pas aussi en vouloir ce pauvre gardien qui a beaucoup apporté à l'équipe de l'AS Police parce que c'est un cadre de cette équipe-là. C'est vrai que pour le moment, on broie du noir du côté de l'AS Police, mais je pense que je n'ai jamais vu une équipe de l'AS Police aussi disciplinée que lors de ce match de ce soir. C'est vrai qu'ils ont joué un bloc bas, mais c'était vraiment une équipe bien disciplinée, bien regroupée, qui savait donc faire échec aux velléités offensives du RCK. Ils savent d'où ils viennent, ils se préparent, mais je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense qu'il faut continuer à multiplier ces genres d'efforts. Ça va venir quand on sera dans la bonne situation, quand la baraka va revenir. Je pense qu'ils se sont aussi procuré quelques occasions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a eu un incident. C'est ce qu'on voit en image d'ailleurs, la blessure de Amadou Ouattara. Voilà, Amadou Ouattara est un joueur donc du RCK. Il a été évacué d'urgence du côté de l'hôpital, mais fort heureusement, on a les nouvelles, ça va. Amadou Ouattara s'est relevé, il a pris connaissance et ça va. Je pense qu'ils vont un peu continuer. Il est mis en observation pour évidemment continuer les examens demain pour être véritablement situé sur cette blessure-là. Mais je pense que ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le protocole commotion qui a été rapidement mis en place. Et évidemment, si vous voyez aujourd'hui que la FIFA travaille dans ce sens-là pour que, au niveau donc sur le terrain, ou en tout cas, il faut qu'il y ait une infirmerie à proximité. Mais ce qu'il faut remarquer, vous allez voir l'ambulance qui se voit obstruée, parce que vous savez qu'il y a eu concert au stade Issoufou Joseph Konombo et que on n'a pas enlevé les comment dirais-je, et du coup c'était difficile. Je pense que voilà pourquoi il faut, quand on finit, il faut désorganiser très rapidement pour permettre Ce qui est bien, ce qu'on a au moins des nouvelles, c'est que ça va bien. Les nouvelles sont rassurantes. Ça va bien. Parce qu'on a eu un peu peur quand même, pas qu'on dise. Dès qu'il est tombé, on a eu l'impression qu'il avait perdu connaissance. Il avait effectivement perdu connaissance. Le protocole commotion a été mis en branle et puis il a pu partir. Et puis il faut saluer, on a vu donc la réaction rapide de ses coéquipiers, mais également aussi du médecin du RCK qui a sauté de son banc, puisque son banc était plus proche de l'action. Il a sauté de son banc pour aller
aller porter assistance donc à ce joueur-là. Je pense que c'est ça l'esprit fair play. N'est-ce pas? On va nous terminer avec une autre préoccupation, on va dire comme ça, puisqu'on aura croisé les crampons avec les éléphants de Côte d'Ivoire, match amical, et c'est prévu pour le 19 novembre. Évidemment, prochain. Du côté donc du Maroc. C'est cela, à Marrakech. Et on sait que l'objectif pour Hubert Velud, c'est bien de se frotter à l'équipe de Côte d'Ivoire, classée 9e sur le plan africain. Il a dévoilé donc la liste des 24 joueurs retenus pour cette confrontation. On va donc à ce point de presse-là et on revient pour un échange. C'est une liste de 24 joueurs que Hubert Velud a présentée devant la presse ce jeudi. Une sélection où on retrouve les inconditionnels comme Issoufou Dayo, Issa Kaboré, Hervé Kofi, Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba pour ne citer que cela. On remarque également le retour de Hassan Bandé, Nasser Djiga et Tova Boni pour sa première avec le technicien français. L'objectif pour cette rencontre est de faire une bonne prestation. Donc l'objectif du match de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la continuité, je dirais, des deux regroupements. Un regroupement officiel au mois de juin, plus un regroupement en amical au mois de septembre. C'est la continuité des choses. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait à travers ce match de la Côte d'Ivoire, c'est jouer une opposition très forte, très forte, plus forte que ce qu'on a joué au mois de juin et au mois de septembre. C'est ça le principal critère. Mais moi, je suis très satisfait d'avoir pu organiser ce match. Je pense que dans notre progression, dans notre préparation, dans notre parcours, c'est un match très important à tous les niveaux. Le cas Adama Fofana a été évoqué également. Pour plus de transparence sur sa nationalité burkinabé ou ivoirienne, Velud se veut prudent. Fofana a été remplacé donc par Cheikh Ouedraogo de l'Asfaïninga, le seul d'ailleurs sur le plan local dans la liste de Velud. Il y a pratiquement 95% de la liste est composée de gens que j'ai eus au mois de juin et au mois de septembre, hormis Tova Boni, qui n'était pas là. En ce qui concerne Mohamed Konaté, j'ai vu que ses stats récemment effectivement explosent. Il y a une grande montée dans ses statistiques. Ça, c'est très important pour un attaquant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même préféré privilégier les gens qui étaient avec moi, que je connais déjà, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un match très particulier. À rappel, ce match contre la Côte d'Ivoire se joue à Marrakech le 19 novembre. Les motivations sont données pour la liste. Velud dit très clairement que c'est un match contre la Côte d'Ivoire. On sent qu'il veut vraiment gagner. On regarde la liste. Il a été prudent de rester avec et de partir avec ceux qu'il connaît. Est-ce qu'il n'y a pas pour vous des absences qui sont pas justifiées? Non, je pense que il a dit il va avec ceux qu'il connaît, mais il faut aussi comprendre qu'en équipe nationale également aussi, l'équipe nationale est ouverte à tout le monde et que ceux qui sont en forme du moment doivent pouvoir revenir. Quand je prends le cas de Mohamed Konaté, qui n'est pas sur cette liste-là, je pense que c'est une surprise. Parce qu'aujourd'hui, il évolue dans le 6e meilleur championnat européen, qui est le championnat russe. Il a 8 buts, il est en forme actuellement. Et c'est pas quelqu'un qui n'était pas en équipe nationale. C'est pas un nouveau qu'on vient tester. Je pense qu'il était déjà là. Il est sorti parce qu'on a estimé à un moment donné que son rendement en équipe nationale ne lui permettait pas d'avoir la place. Voilà pourquoi on l'a fait sortir. Mais aujourd'hui, en club, il a travaillé. Ça veut dire que le message qu'il a eu, il a compris le message, il a travaillé 2 fois plus pour pouvoir mériter et donc sa place en équipe nationale. Et je pense qu'on aurait pu quand même l'appeler, vu son état de forme. Parce que quand il dit que je préfère travailler avec ceux que je connais, c'est dire qu'il est en train de fermer la porte. Or, l'équipe nationale, on ne doit pas fermer la porte à qui que ce soit. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes bon, vous pouvez venir. Et puis, ce n'est qu'un seul. Puis bon, je pense que Mohamed Konaté, il a été, comme je l'ai dit tantôt, il était déjà dans l'équipe. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, les autres, il a même dit ça. Et puis, il fait venir de nouveaux joueurs. Parce que dans sa liste aussi, il y a des joueurs qui n'avaient jamais appelé, qui sont venus. Donc, c'est ce qu'on contredit lui-même. Voilà, donc, je pense qu'il a
il a manqué un peu de tact parce que l'équipe nationale, bon, c'est... Voilà. Et on revient encore sur le même débat. Quels sont les critères de sélection de l'équipe nationale? Voilà. C'est vrai que vous parlez de Mohamed Konaté. Quand on regarde, c'est quelqu'un dont les statistiques explosent, donc il a des résultats probants. Il y a des noms, par exemple, quand on regarde, qui suscitent beaucoup de commentaires toujours. On prend le cas de Faisal, par exemple, Tapsoba, qui lui a été très moyen avec le U23. Certains se disent, bon, pourquoi? Non, mais en même temps aussi, il faut savoir qu'il faut aussi préserver un joueur dans son état d'esprit parce que il est quand même, il fait partie des, même s'il n'est pas un cadre, mais quand même, depuis un certain temps, il était quand même régulier avec l'équipe nationale, il jouait, il participait. Donc, bon, il n'est pas aussi bon, prend le joueur en difficulté de l'anéantir totalement. Je pense que c'est du rôle aussi, par rapport au groupe aussi, de lui permettre de revenir. C'est ça aussi l'esprit du groupe. Donc, pour moi, voilà, tout le monde mérite sa place. Ben, comme on le dit, je ne veux pas dire telle personne ne mérite pas parce que non, l'équipe nationale, voilà, quand tu viens prouver et que tu peux avoir ta place, il n'y a pas de souci, mais on doit pouvoir privilégier également aussi l'état de forme du moment. Un match Côte d'Ivoire-Burkina, il n'y a jamais de match amical. Et ça veut dire que tout se joue crânement. Est-ce que vous pensez que cette équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas un peu balbutiante et qu'elle est assez prenable? L'équipe nationale de Côte d'Ivoire est prenable, mais il faut dire, comme vous l'avez dit, un match Côte d'Ivoire-Burkina, c'est un tout autre match. Psychologiquement, historiquement, il y a beaucoup d'enjeux. Voilà, ce n'est pas qu'un match amical. On a vu la pression qu'on avait mise ici sur Kamou Malo par rapport donc, à ce match contre la Côte d'Ivoire à Abidjan. Mais on a dit que ce n'était pas possible que le Burkina perde face à la Côte d'Ivoire et qu'il devait tout faire parce que le Burkina ne doit pas perdre face à la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est ce même discours qu'on doit pouvoir tenir à Velud. Parce que, voilà, à Kamou Malo, on a mis toutes sortes de pressions, on n'acceptera pas ceci et cela, mais je pense qu'à Velud quand même, il y a quand même un peu de on le laisse travailler sereinement, mais qu'ils comprennent également aussi que, comme je pense qu'il a dit, la Côte d'Ivoire, Burkina Côte d'Ivoire, historiquement, je pense que si le Burkina aujourd'hui arrive à battre la Côte d'Ivoire, ça serait véritablement une fierté nationale parce que au-delà donc du match amical, c'est de montrer également aussi que voilà, le football burkinabé aussi a progressé et que le football burkinabé est capable de battre n'importe quelle équipe. Voilà pourquoi ça donne une saveur spéciale entre match Côte d'Ivoire-Burkina, surtout que les Burkinabés n'ont pas digéré évidemment l'élimination en U23. Donc ça fait que c'est une revanche qui est en l'air et Velud n'a pas le droit de se dérober par rapport donc à ce match-là. Il doit aligner son meilleur effectif parce qu'on veut un résultat. Et lui également aussi, il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur parce qu'à partir de ce moment, on a vu sur sa liste-là, il y a des polémiques sur sa liste et c'est vrai, on écoute beaucoup de rumeurs, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, qu'il y a des influences d'agents, de managers derrière. Donc ça a lui de prouver que c'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Ça a lui de prouver que voilà, il est totalement maître de ses choix et que bon, il a la maîtrise de son groupe et que bon, on peut lui faire confiance et que les étalons ont franchi un cap parce que avec Velud normalement, on ne doit plus revenir en arrière parce que les étalons ont atteint le dernier carré de la CAN, évidemment, et on ne peut pas se permettre donc. D'ailleurs, on va terminer par ça. C'est vrai que les journalistes sportifs n'aiment pas bien ça. Le dimanche prochain, ça sera fini, on saura. Pronostic. Comme ça, je vous tiens dimanche prochain. Pronostic Burkina Côte d'Ivoire. Mais j'ai mis une pièce sur les étalons. Je pense que les étalons mais à la fin, donne-moi un score. Moi, je vois 2-0 pour les étalons. 2-0 pour les étalons. Je pense que ça va être comme ça. Et puis, nous rappelons, aujourd'hui, c'est le 13. La Coupe du Monde commence le 20, c'est-à-dire donc dimanche prochain, avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. C'est vrai que la cérémonie d'ouverture également aussi, on n'en sait pas grand-chose sur la cérémonie d'ouverture, mais il semble qu'on en aura plein dans les yeux. Donc on attend cette cérémonie d'ouverture avec des artistes. C'est ce que j'espérais aussi. Donc c'est noté. Alors vous aussi, dimanche, 2 euros. Voilà, dimanche vous. Non, pour le Burkina. Pour le Burkina, on sait que vous avez, c'est vrai que bon, vous êtes burkinabé, certes, mais vous êtes également aussi ivoirien. Donc burkinabé, 2-0. C'est bien sûr, dimanche prochain, c'est signé. Merci bien, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous tout au long de ces 1h30 à partager l'actualité dans sa forme aussi diverse que variée, parce que c'est cela aussi le JDS, journal du dimanche au soir. Ceci dit, on prend ici maintenant congé de vous et d'ici dimanche prochain, portons-nous bien.